Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle mise au point. C'est le grand mois pour moi sur pas mal de points. Ça va être la 100e, ça va être la fin des Herculogues. Ce mois-ci, c'est terminé les Herculogues. On va passer à autre chose. Et j'ai pas mal de petites choses à vous dire par rapport à ça. Certaines choses qui risquent de vous déplaire un petit peu. Hein. Ça va pas non plus être horrible, mais ça risque de vous déplaire un petit peu. Donc, allez, on se lance tout de suite. Tout d'abord, le Disney film numéro 100. Désolé, ça sortira pas samedi prochain. Parce que, oh, il est long. Je m'en rends compte après coup, après tout le travail que j'ai dû faire d'écriture, de tournage et de montage surtout, que j'ai sans doute eu les yeux plus gros que le ventre en voulant faire ce que j'ai voulu faire. Je vous garde la surprise, vous le découvrirez le moment venu. Mais ouais, je me rends compte que ça me prend 4 fois plus de temps que d'habitude, presque, quasiment. 3-4 fois plus de temps que d'habitude pour monter tout ça. Et oui, ça me fera perdre toute l'avance que j'ai. Et je suis pas sûr du tout d'arriver à le finir pour samedi qui vient. Et si j'arrive à le finir, ce sera vraiment ric-rac. Et j'aime bien avoir un petit peu d'avance dans mes vidéos pour savoir que que je peux voir un peu venir. C'est un peu le truc. Donc, ce coup-ci, vous aurez un Disney film qui sortira le 14 et le 7. Vous aurez autre chose à la place. Hein, je vous laisse deviner. Ce sera une certaine vidéo qui coule un peu de source par rapport à l'actualité cinématographique. Je vous laisse deviner, hein, mais je pense que vous devriez comprendre si vous avez suivi un peu. Ensuite, concernant les Herculogues, donc, ce sera terminé ce mois-ci. Hein, en fin de mois de juillet, vous aurez la fin des Herculogues. Enfin, ça va être un grand moment hein, quand on termine quelque chose, je vous dis pas. Mais n'empêche que je vais pas enchaîner tout de suite sur une autre série de vidéos sur une série Disney. Hein, sachant que ça se fera, hein, qu'on soit bien d'accord. Je compte néanmoins faire une pause. Alors je mets un gros guillemet à pause parce que ce ne sera pas vraiment une pause par rapport à ça de 2 mois. 2 mois durant lesquels je ne ferai pas d'équivalent Herculogue. Je vous poserai, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé qu'est-ce que tu feras après les Herculogues, je vous poserai un sondage dans une petite vidéo d'annonce pour que vous décidiez quelle série vous aimeriez que je traite. Donc ça, on y viendra. Mais je ne ferai pas ça tout de suite, tout de suite. J'attendrai un petit peu parce que durant cette période, après les Herculogues, j'ai envie de me centrer un peu ce coup-ci sur des V2 que j'ai envie de faire depuis un certain temps et que j'ai fait plus le temps de faire. Donc voilà, le temps que je ne passerai plus sur les Herculogues, je passerai ce temps-là à faire mes V2 et à faire très certainement une vidéo contre théorie Disney, parce que oui, j'ai encore cette petite envie de contredire certaines théories Disney ci et là, et ce serait bien d'en faire au moins une par an, quelque chose comme ça, histoire de ne pas perdre complètement la main à ce niveau-là. Donc oui, il y aura cette période de 2 mois qui sera là pour ça, c'est-à-dire faire des V2 et faire une petite critique de théorie Disney. Donc voilà, ça servira pas à rien, j'ai pas arrêté les Herculogues et pendant 2 mois pour rien faire. Ça servira à ça. Et ça ne sera pas pour supplanter les Disney-Files normaux habituels. Ils sortiront toujours hebdomadairement. À nouveau, c'est un cas très 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 spécial la 100e parce que c'est une vidéo très longue. Ensuite, j'aimerais revenir sur une petite suggestion qu'on m'a faite que j'ai trouvé très intéressante, à laquelle j'avais pas trop réfléchi avant. Enfin, si on m'avait parlé de cette possibilité, mais après coup, j'y ai plus trop pensé parce que j'avais pas mal de choses à préparer, tout ça, tout ça. Et maintenant que j'y repense, on m'a parlé de cas où les personnes qui veulent contribuer à ma chaîne ne peuvent pas payer directement parce que restrictions budgétaires, manque de moyens, ce genre de choses. Il y a certains moyens de faire ça sans avoir à payer directement et un de ces moyens c'est un compte Utip. Alors je me suis préinscrit là-dedans. Il faut envoyer un petit formulaire qui précise qui on est, notre contenu, tout ça. Et après, on attend quelques semaines pour qu'on ait une réponse, si on est inscrit ou pas. Donc, j'attends une réponse. J'espère que je serai inscrit donc qu'on pourra partager de nouvelles façons de participer à ma chaîne. Ce serait cool. Donc, merci aux personnes qui m'ont suggéré ça. C'était très sympathique. J'ai suivi votre conseil. Merci énormément.
Ensuite, on va enfin revenir au noyau de ces mises au point, c'est-à-dire revenir sur ce qui s'est passé durant le mois précédent et partir sur un thème. J'ai un thème en tête depuis de nombreux mois sur lequel je vais enfin revenir parce que je ne vous cache pas que j'ai pas eu grand-chose qui m'a grandement marqué ou inspiré un thème précis dans les commentaires autour de mes vidéos ce mois-ci. Honnêtement, la vidéo qui m'a le plus fait réagir, enfin les commentaires qui m'ont le plus fait réagir par rapport à telle vidéo, ça a été par rapport au tout premier Disney Fit de ce mois-ci, c'est-à-dire la boîte à musique. Voilà, c'est le segment qui a fait le plus mal réagir par rapport à certaines réactions. Et je peux comprendre d'où ça vient. Donc c'est pour ça que j'aimerais revenir là-dessus. La première chose sur laquelle on m'a repris, et je vous remercie, et honnêtement je m'en veux énormément ça, c'est le fait que le segment The Martins and the Coys, si je le dis bien, qui a été enlevé de la version DVD, n'a pas été enlevé pour des raisons de racisme ambiant ou quoi que ce soit. Ça n'a absolument rien à voir. On suit deux familles de blancs. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je pige pas le délire. Voilà, je pense que ça m'a rappelé, j'ai dû lire le pitch, ça m'a rappelé un certain autre cartoon dont j'ai plus le nom en tête, où ce coup-ci il y avait des noirs, et des noirs stéréotypés avec, vous savez, la grosse bouche, des noirs de cartoon des années 40-50, hein, vous les connaissez ces noirs-là, hein, comme ça. Ça m'a rappelé un peu ça, je pense, étant donné que c'est un truc que j'ai découvert genre à la toute fin, c'est-à-dire je terminais mon montage, je savais pas trop quoi dire dans le petit segment de fin, je dirais ah, qu'est-ce que je pourrais dire, et vers la fin j'ai découvert, ah tiens, il y a un segment qui s'appelle The Martins of the Coys qui a été retiré de la version DVD. Ah merde, j'y ai pas pensé, si j'avais su, j'aurais peut-être traité ça. Et donc voilà, j'en ai rapidement parlé, j'ai pas fait de recherche plus aboutie ou quoi que ce soit. Et je sais pas ce qui m'a pris. Peut-être que j'ai mal lu ce qui était sur Wikipédia. Peut-être que c'est Wikipédia qui s'est planté, je sais plus trop. Mais voilà, donc je tiens à m'excuser parce que c'était très idiot de ma part. Cela étant, je vais revenir un petit peu sur la raison pour laquelle ce court-métrage a été viré du film, parce que c'est de la connerie pour moi. La raison pour laquelle ce court-métrage aurait été viré de la boîte à musique, c'est parce que ça inciterait trop aux armes à feu. Voilà, ça fait trop l'apologie des armes à feu, ce truc-là. Alors, je sais pas quel abruti s'est mis ça dans la tête, mais c'est quasiment tout le contraire. Le principe de The Martins and the Coys, je vous fais un rapide résumé, une rapide critique, puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire dans la critique du segment, c'est que on a deux familles qui sont très rapides sur la gâchette, qui suite à un malentendu, finissent par se tirer dessus, parce qu'ils ont tous des carabines, tout ça, et ils finissent tous au ciel. Hein. C'est-à-dire aux cieux, entre guillemets, ils finissent sur un nuage, dans l'apparition fantomatique, tout ça. Et je vois pas en quoi ça fait l'apologie des armes à feu ou quoi que ce soit. En fait, je dirais même que c'est tout le contraire. Parce que voilà, on a affaire à une bande de groupes de cons complètement bougés et pas du tout ouverts, et qui réagissent mal, et ils ont un peu ce qu'ils méritent à la fin, ils meurent. Donc, merde quoi, je vois pas en quoi c'est l'apologie des armes à feu. Honnêtement, dans l'absolu, je trouve que Pecos Bill est une bien pire apologie des armes à feu que le segment The Martins and the Coy, honnêtement. Parce que voilà, la façon dont il manie son flingue, c'est censé être cool. Bon, à aucun moment on ostracise ça, on montre ça de façon négative. Alors que là, c'est montré de façon assez négative. Ce sont des abrutis, la plupart d'entre eux. En plus, on poursuit sur une histoire avec les derniers survivants de leur famille, qui sont une fille et un gars, qui tombent amoureux, évidemment. Et ça fait pas plaisir à leur famille qui sont dans les cieux et qui les observent. C'est le gros problème que j'aurai avec ça, parce que c'est du cartoon. Hein. Faut bien comprendre une seconde, ça ne cherche pas du tout à être un tant soit peu profond ou subtil. C'est du cartoon, donc les réactions sont exagérées, l'action est exagérée, tout ça. Et si ça avait été pris plus au sérieux, si ça avait pas été du bête cartoon, je pense que ça aurait été une très bonne
un très bon message sur la tolérance et la tolérance de façon un peu générique mais tout à fait acceptable et contre l'abus de protection hostile type arme à feu. Donc je vois pas le délire. Le gros problème c'est que à nouveau c'est un cartoon. Donc voilà, rien n'est pris vraiment au sérieux. Et étant donné qu'ils veulent se terminer sur un gag ridicule, ils partent sur un délire à la fin que j'ai pas apprécié, qui plombe un peu le tout. Tout simplement parce que à la fin, finissent ensemble, le mec et la fille, eh ben ils se disputent. Voilà, ils se disputent, dispute classique de cartoon, hein, ils se balancent, le mec se voit balancer de chez lui, la nina, tout ça. Voilà, bon, ça apportait rien à part, ah, tiens, il fallait que ça se termine sur du gag, donc voilà, ça se termine sur le gag, c'était pas intéressant, ça se regardait dans l'absolu, mais c'était pas du grand cartoon ou quoi que ce soit. Je préfère de loin, casé à la batte. Et puisqu'on en parle, s'il y a bien une chose pour laquelle je suis reconnaissant à ce film, c'est de m'avoir fait découvrir ce segment qui est génial. Ça, c'est du bon cartoon. Du bon cartoon ultra vif qui ne se perd pas dans un message quelconque. Encore que si on peut voir une petite satire, mais voilà, c'est de la satire rapide, très efficace et cinglante qui passe très bien. Et à part ça, c'est juste du fun en barre, qui se poursuit, qui grimpe, qui grimpe. Ça, c'est du bon cartoon, comme on fait bien. Je préfère 100 fois ça au cartoon enfantin, pas particulièrement recherché, qu'il y a dans Dumbo. Je suis désolé, je pense vraiment pas que ce soit si extraordinaire que ça, le cartoon de Dumbo. Hein. Oh, la plupart du temps, en tout cas. Quoi qu'il en soit, ça, c'était le premier gros point sur lequel je voulais revenir par rapport à la boîte à musique. Le deuxième gros point, c'est que j'ai eu quelques commentaires et qui m'ont reproché de ne pas avoir été très critique, très analytique sur certains segments. Alors, je vais dire une chose, je comprends où vous voulez en venir. Hein, je vais revenir sur ces 3 segments en question, hein, parce que le reste des segments, je les ai critiqués de façon tout à fait habituel. Je vois pas ce qui change dans ma critique des autres segments par rapport à d'habitude, je vous le cache pas. Donc ces 3 segments par contre, j'ai été pour certains un peu vif et pas super critique. Et la raison en est que ça raconte rien et ça n'a aucun intérêt. Honnêtement c'est ça, ça n'a absolument aucun intérêt pour moi. C'est pour ça que je vais revenir rapidement sur les 3 segments en question. Allez, Blue Bayou pour commencer. C'est de la jolie animation, ça n'a aucun propos. Aucun propos. Ça ne raconte rien, on voit juste un héron, oui, parce que je me suis planté, c'est pas une cigogne, c'est un héron. Excusez-moi, je ne suis toujours pas doué en zoologie, et c'est tout ce qu'il fait. Il flâne, lentement, il y a un autre héron qui arrive et il s'envole. Non, il faut qu'il y ait un propos. Si ça ne raconte absolument rien, ça montre juste des animaux, être des animaux, la façon la plus basique qui soit, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et j'en ai rien à foutre de la façon dont vous dessinez ça, dont vous mettez ça en scène. Vous pourriez filmer de la façon la plus cinématographique, la plus jolie, la plus épique qui soit un type qui marche dans la rue pour s'acheter des croissants. J'en ai rien à branler la qualité cinématographique si c'est juste un type qui marche dans la rue pour s'acheter des croissants. C'est la même chose. Et c'est pas parce que, oh mon dieu, un héron, on voit pas ça tous les jours. J'en ai rien à foutre, quoi. À ce moment-là, j'ai qu'à me regarder un documentaire animalier, c'est la même connerie, sérieusement. Alors voilà, excusez-moi, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça, à part que ça n'a aucun propos, absolument aucun propos, nada. Et donc, qu'est-ce que je vous dise j'ai essayé de rendre ça divertissant, ça n'a pas plu à certains, mais la seule façon que j'avais de rendre ça divertissant, c'est de montrer à quel point ça me laissait complètement de marbre et que ça me faisait plus somnoler qu'autre chose. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, deuxième morceau, qui je pense doit être le plus chiant de tout le film, c'est le passage des arbres. Parce que ça n'a à nouveau aucun propos. Aucun propos. À part dire, ah, les arbres c'est bien. Super, je m'en fous, hein, mais je le sais, j'aime bien les arbres aussi, j'ai rien contre. On peut dire que ça a un début de propos, mais ça ne met pas bien ça en scène. C'est juste, comme j'ai dit, des plans fixes, la plupart du temps, sur lesquels on fait des zooms et des dézooms, avec
une qualité de dessin que je trouvais correcte sans plus. Je veux dire, même Blue Bayou a au moins un dessin assez sublime en soi. C'est un peu logique puisque des tonnes de gens l'ont repris. C'était censé être un segment de fantasy à la base. Donc voilà, on sent la petite la différence de graphique par rapport aux autres segments, je vous le cache pas. Mais bon, vous pouvez faire ça encore plus joli, ça raconte rien, qu'est-ce que je m'en tape, vraiment à nouveau. Et là, oui, il n'y a aucun. Il n'y a aucune astuce, il n'y a aucune beauté de mise en scène, c'est juste regarder ces belles images de nature qu'on montre. Avec des zooms et des dézooms. Wow. C'était extraordinaire. Et c'est pourquoi je parlais rapidement du segment suivant sur Melody Cocktail et qui reprend quelque chose de similaire, mais cette fois qui le fait bien. Parce que ça montre un arbre, mais par rapport à ce qu'il y a autour de lui. Avec cette fois pas que des zooms et des dézooms, mais il y a vraiment des travelling, des mouvements de caméra, il y a une façon de montrer le changement de temps, comment les animaux aux alentours vivent, avec une vraie recherche de mise en scène graphique. Et ça essaye de faire passer l'importance de ce qu'est un arbre par rapport à toute la vie qu'il y a aux alentours. Parce qu'un arbre en lui-même, on regarde comme ça, c'est majestueux quoi, 5 secondes, mais c'est tout. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Par contre, ça prend de l'importance par rapport à ce qu'on montre autour. C'est pour ça que le segment de Melody Cocktail était 100 fois plus réussi que celui de la boîte à musique. Et dans le même ordre d'idée, il y a le dernier segment avec les instruments de musique sur lequel j'ai pas voulu m'étendre parce que ça raconte rien à nouveau. Pour moi, il faut qu'il y ait un propos. Si c'est juste une excuse pour que, excusez-moi du terme, les dessinateurs se branlent sur l'écran, je m'en tape. Je m'en tape. Je m'en fous royalement. Vous partiez sur les petits délires qui vous viennent en tête. Ah, regardez les instruments, ils se transforment en balles de bowling. Ah, il y a ses doigts qui jouent sur le piano maintenant, ils dansent. Non, c'est chiant et c'est naze. Faites des trucs qui ont un propos qui part quelque part, qui nous agrippe d'une quelconque façon, et pas juste les premiers délires qui vous viennent en tête. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, ces trucs-là. Aucun intérêt. Si c'est juste pour voir du travail d'animation, et c'est tout, c'est-à-dire que vous n'en avez rien à foutre du reste, tant mieux pour vous. Jamais, jamais je ne prendrai un travail d'animation comme ça. Faut pas que ce soit juste de l'animation. Déjà, je trouve pas que c'est de l'animation si réussie que ça, je le trouve, mais il faut pas que ce soit juste de l'animation bien faite. Il faut que ce soit une animation qui ait un propos. Et le propos, c'est juste de dire, oh, regardez des tonnes de trucs bizarres qui se passent autour des instruments de musique. Ah, super, hein, vous n'avez pas marqué beaucoup avec ça. Et ça me fait revenir sur un autre segment de Melody Cocktail qui a fait la même chose, mais en 100 fois mieux à nouveau. Le segment Bumble Boogie. Hein, Alors, c'est censé être un bourdon, mais dans la VF, ils disent que c'est une mouche. Donc, je m'excuse d'avoir fait cet amalgame, hein. Je suis désolé, mais oui, c'est censé être un bourdon. Je m'excuse à nouveau. Donc oui, le bourdon et le personnage central, on voit la façon dont ça l'affecte. Ces espèces de bizarreries musicales qui n'arrêtent pas de surgir. Déjà, visuellement parlant, graphiquement parlant, c'est beaucoup plus recherché, je trouve, que dans le segment de la boîte à musique. Mais grâce au fait qu'il y a un protagoniste qui subit tout ça durant tout le segment, ça a 100 fois plus de poids et d'intérêt parce qu'on a envie de savoir un petit peu comment il va en sortir, ce petit bourdon, comment il va s'en sortir, s'il va s'en sortir, etc. C'est une bonne chose, ça. Ça, c'est une façon de montrer un propos en plus d'un petit délire d'animation qu'ont les dessinateurs, et c'est quelque chose que je respecte énormément. Donc voilà, et je ne vais pas aller plus loin que ça. Est-ce que cette espèce d'analyse, entre guillemets, en plus de ce que j'ai fait de ces segments-là, vous auront plu? Je ne ferai pas mieux que ça, je vous le cache pas. Mais pour moi, quand un truc d'animation, une œuvre censée être artistique et qui est basée plus sur la narration la plupart du temps, n'a aucun propos, ça n'a aucun intérêt, quel que soit le talent que vous y mettez. Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de talent qui a été mis dans le segment Blue Bayou, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre si ça part sur absolument aucun propos.
À part montrer, je sais pas, des animaux, faire des trucs d'animaux, basiques, sans rien. Voilà, hein, sans que ça n'appuie rien du tout, puisque je sais absolument rien sur ce héron, à part que c'est un héron. Alors qu'à côté de ça, dans Bambi, eh ben, on montre que ces instants qu'il vit de contemplation servent un petit peu à forger son caractère, à le faire découvrir les choses, ça appuie le personnage. Ça, c'est ça le propos des moments de contemplation dans Bambi, par exemple. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas grand chose de plus à dire sur ces trois segments. Désolé d'avoir paru aussi abrupt et pas super bien critique par rapport à ça, mais j'avais rien de précis à dire pour être particulièrement divertissant par rapport à ça. Je trouvais juste que c'était sans intérêt et que c'est pas du tout le genre d'œuvre que je recherche en animation, tout simplement. De l'animation pour de l'animation, ce n'est pas ce que je recherche. Je veux de l'animation pour un propos. C'est important d'avoir un propos pour moi. Aucun commentaire m'a particulièrement interpellé concernant les Aristochats. Il y a deux, trois personnes qui m'ont rapidement signalé qu'il y avait une scène de fin alternative dans Robin des Bois. Je le sais. Alors, c'était pas mauvais sur le principe, mais j'ai vu hein, la scène alternative donc en crayonné avec Belle Marianne parce qu'elle joue un rôle dedans, c'est dingue. C'était vraiment pas mal sur le principe. Je trouve que la mise en scène par rapport à ce qu'on voit dans ces crayonnés, c'est important, dans ces esquisses, c'est pas génial. Voilà, hein. À nouveau, c'est peut-être par rapport à ce que ça aurait pu être que c'était bien. Pour ce que ça a montré, ça m'a pas grandement marqué, mais ça aurait pu être bien avec une bonne mise en scène en plus. Après, je peux pas en dire grand chose puisque c'est juste à nouveau une version pas finie de ce que ça aurait pu être. Mais oui, j'ai conscience de cette scène de fin et si c'était parti là-dessus et que ça avait bien fait, ça aurait été très intéressant. Plus intéressant que cette fausse scène de mort avec le fait qu'on se centre sur cette espèce de petit fanboy de Robin des Bois que je trouve pas très intéressant en soi. Enfin bon, c'est parti pour le grand sujet que j'avais envie de lâcher depuis un certain temps, je vous le cache pas, parce que même avant que j'ai commencé à faire des vidéos Disney Film, je pense que ça date même avant que j'ai commencé à faire des traductions, ça a toujours été ce genre de choses qui m'a un peu dégoûté du grand public internet, entre guillemets, c'est-à-dire le public internet qui est un peu différent du grand public en règle générale, c'est-à-dire les gens de plus de 40 ans qui ont tendance à ne pas aller sur internet pour donner leur avis ou quoi que ce soit, c'est surtout pour des raisons pratiques qu'ils vont sur internet et pas vraiment pour des raisons de divertissement la plupart du temps. Et le grand public internet a certains arguments de base qui ont tendance à m'exaspérer. Notamment dernièrement l'argument c'est de la poésie dont j'ai déjà parlé et qui revient basiquement à dire moi je vois en quoi c'est beau, c'est objectivement beau si t'es pas pris dedans t'as tort et moi j'ai raison. C'est un genre d'argument massu, ça, l'argument qui est censé clore le débat. C'est-à-dire, c'est de la poésie. Donc c'est génial. Et si on n'est pas d'accord, c'est qu'on est dans le tort. Et dans un sens opposé, on a cet argument-là que je déteste depuis des années, la Marissou. Ah mon Dieu, je n'aime pas cet argument. Le principe d'un film, c'est de présenter des personnages. Quand on est dans une saga, c'est impératif d'introduire au fur et à mesure différents personnages. Et il arrive de temps en temps qu'un personnage ne nous plaise pas. C'est logique, hein, ça arrive à tout le monde. Et qu'on trouve qu'il a trop d'importance, qu'il est surexploité, qu'il a trop de pouvoir, il a trop de qualités, pas assez de défauts, ce genre de choses. Et dès lors qu'on tombe dans cette catégorie-là, on a tendance à partir sur ce que j'appelle un autre argument massu qui est censé clore toute discussion, c'est-à-dire Marissou. Marissou, pour essayer de vous définir ça simplement, sachant qu'il y a plusieurs façons de voir les Marissou, c'est aussi chiant ça, c'est un personnage qui est trop mis en avant, c'est un personnage qui a trop de qualité, un personnage qui est trop lié à d'autres personnes, un personnage qui est beaucoup trop
une façon de mettre en avant l'auteur, c'est-à-dire et ses positions. Il y a d'autres façons aussi de voir ça. C'est un personnage qui est envahissant. Envahissant dans le fait qu'on le mette sous une lumière trop positive. C'est le principe. Et c'était, à mes souvenirs, plutôt quelque chose qui ressortait au départ, en tout cas, hein, quand ce terme a commencé à être popularisé, sachant que ça vient d'un bouquin, etc. Vous avez qu'à rechercher si vous voulez savoir d'où ça vient exactement. Et ça a vraiment commencé dans le Donjons et Dragons, ça. C'est quand on crée son propre personnage dans l'univers du jeu et qu'on n'osait pas, qu'on ne voulait pas une seule seconde qu'il ait des défauts et qu'on voulait qu'il ait des liens avec tout. Donc j'ai ce personnage là, il est demi-elfe, demi-nain, demi-dieu, il peut rien lui arriver, il sait tout faire, il est génialissime en personnage, hein, on peut rien lui faire, il a aucun défaut, c'est ce genre de conneries qu'on a tendance à faire, étant donné que les personnes avaient tendance un peu à s'identifier à leur personnage, c'était une espèce de vision idyllique d'eux-mêmes, qui voulaient pas voir perdre une seule seconde. Et ouais, c'est le genre de choses qui avait tendance à gaver les joueurs de Donjons et Dragons, et c'est devenu un peu ce terme-là, Marissou. Marissou parce que ça venait très souvent de personnages féminins, et, euh, et ça a été un peu plus tard étendu à Garistou, il y a plusieurs noms aussi pour l'équivalent masculin, sachant qu'on peut également dire Marissou pour masculin, donc c'est pour ça que je vais pas trop me faire chier à trouver, à apprendre les différentes appellations parce que c'est chiant. Mais vraiment, il y a genre 4 ou 5 appellations différentes pour l'équivalent masculin, c'est n'importe quoi. Bref, au début, il y avait une logique à ça. C'était tout à fait normal d'utiliser ce terme péjoratif pour définir ce genre de personnage. Et plus ça allait, plus ça s'est déjà étendu à autre chose, ça s'est étendu donc aux médias, aux œuvres cinématographiques, aux séries, etc. Et c'est devenu genre le terme péjoratif par excellence dès lors qu'un personnage ne nous plaît pas et qu'il a trop d'importance pour nous. Et c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire, ce personnage ne me plaît pas, il a trop d'importance pour moi, il est trop mis en avant. Marissou. c'est c'est devenu vraiment l'insulte de base dès lors que ça arrive, ça. Dès lors que ça arrive. Il est un peu trop puissant, un peu trop fort, trop d'importance, Marissou. Et c'est devenu, à nouveau, comme je l'ai dit, un argument massu. C'est-à-dire que dès lors qu'on arrive à apprécier ce personnage-là, aux yeux des personnes qui emploient cet argument, on est complètement dans le tort. Ils ont la vérité absolue par rapport à ça. Ce personnage est une Marissou. Et si on pense le contraire, c'est qu'on est juste des fanboys débiles. Presque, c'est un peu ça, hein. Et j'ai ce gros problème avec de nombreux personnages récents. La plus célèbre récemment, c'est Rey de Star Wars. Ce personnage-là qui n'a pas fini de s'être fait traiter de Marissou. On aurait aussi pu parler de Katniss Everdeen, là aussi une personnage qui est Marissou. Et alors ça aussi c'est quelque chose qui a tendance à rendre cet argument complètement débile. Parce que vraiment on sent que c'est clairement l'appréciation de base qui vient en premier et pas juste une vraie échelle de valeur. Il y a, je sais pas du tout comment elle s'appelle et je m'en tape, la sœur de Ron dans Harry Potter qui est considérée comme une Marissou par pas mal de gens. Alors, je suis pas fan du tout de ce personnage, j'en ai même rien à branler d'elle. J'en ai rien à branler de les trois quarts de l'histoire d'Harry Potter, je trouve pas que ce personnage en soi est si intéressant que ça. Et donc sa vie amoureuse, mais j'en ai rien à branler dans les films, rien à péter de sa vie amoureuse. Donc ouais, j'en ai rien à péter de cette fille, mais je vois pas une seule seconde en quoi elle a de quoi être une Marissou. Est-ce qu'elle se force un peu dans l'intrigue? Ouais, peut-être. Pour certains, j'imagine. Là, pour beaucoup de gens, c'est possible, mais le fait qu'elle se force dans l'intrigue, au bout d'un moment, est-ce que ça veut forcément dire argument Marissou, tout ça? C'est quoi ce délire? Et ça appuie ce dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire le fait que on emploie ce terme à tort et à travers dès lors qu'un personnage nous déplaît et qu'on peut pas juste dire il est agaçant parce que si, ça, ou il est un peu trop bête, etc. Parce qu'il a trop de qualité. En gros, c'est ça à peu près. Il a trop de qualité ou trop d'importance dans le scénario. Et étant donné qu'il ne nous plaît pas de base, on ne trouve pas intéressant le fait qu'on
trouve toujours cet argument direct pour dire paf, si vous aimez ce personnage, c'est pas la peine, vous qui comprenez rien, c'est une Marisu. Et non, non, non. Qu'on soit bien d'accord, je comprends qu'on puisse ne pas aimer cette fille. Je comprends aussi qu'on puisse ne pas aimer Katniss Everdeen, même si j'aime beaucoup le personnage, parce qu'il y a certaines choses qui me déplaisent autour d'elle. La chose vraiment qui me déplaît autour d'elle, réellement, et le reste, ça me pose pas vraiment de problème, et j'apprécie énormément de choses sur elle, c'est son obsession envers Pita, par exemple. Tous les... Tous les deux trois derniers films, c'est toujours Pita, 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 Pita. Au bout d'un moment, c'est bien lourd, quoi. Ça gâche un petit peu votre triangle amoureux et ça rend cette romance un peu forcée par moments. Ça aurait pu être plus subtil. Voilà, c'est un gros problème de personnage que j'ai avec elle. En dehors de ça, je n'ai aucun problème avec le personnage de Katniss. Cela étant, si vous avez remarqué, j'ai donné 3 exemples féminins de la chose. Et ça vient du fait que cet argument, Marisu, tombe 100 fois plus souvent avec des personnages féminins que des personnages masculins, bizarrement. Parce que, faut bien comprendre que Marisu, maintenant, c'est devenu vraiment iconique comme argument, comme état d'esprit, tout ça, et qu'il y a des tonnes de façons de déterminer une Marisu. Il existe des tas de sites qui lui proposent un questionnaire pour déterminer si tel personnage est une Marisu ou un Garistu. Et ce qui est dingue par rapport à ça, c'est que d'une part, oui, ils n'arrêtent pas de changer l'un l'autre, donc si ça se trouve, par rapport à certains de ces sondages, votre personnage sera un Garistu ou une Marisu, et pas par rapport à d'autres, donc déjà, ça montre à quel point c'est si objectif ce truc-là. Et surtout, d'après certains de ces sondages, parce que j'en ai essayé quelques-uns, il y a énormément de mecs qui sont des Garistu, mais qui passent sans problème pour les gens parce que ça ne les dérange pas. Vraiment, c'est très... Et ça montre un truc très discutable. Et je pense que ça va être la vidéo dans laquelle je vais montrer le plus féministe, parce que, voilà, je trouve pas que le féminisme soit une mauvaise chose, qu'on soit bien d'accord. Je trouve qu'il y a des extrêmes féministes, surtout aux États-Unis, qui sont gonflants. Mais je pense que surtout que ce sont des minorités bruyantes et pas vraiment la majorité. Enfin bon, là je suis parti sur une assez grosse tangente et je vais pas m'aventurer davantage plus loin. Le fait est que même si j'ai tendance à trouver que certaines féministes, certaines j'insiste, ont tendance à aller un peu trop loin dans le fait d'être outré, de voir certains points au cinéma qui font gueuler au scandale, au sexisme, misogynie, tout ça, au point où ça devient un peu ridicule pour moi, s'il y a bien un truc où je serais un peu de leur avis, où il y a un peu de misogynie, c'est par rapport à l'argument de la Marisu. Parce que, sérieusement, ça tombe quasi tout le temps sur des filles. Quasi tout le temps. Parce que ces espèces de sondages qui sont censés déterminer si un personnage est une Marisu ou pas, j'ai essayé ça avec certains personnages, et je vous dis, et je vous jure, ça se tombe très bien sur certains personnages qui sont adorés et qui posent de problèmes à personne. Sangoku est un putain de Garistu. D'après tous les sondages que j'ai essayés, c'est un putain de Garistu. Il a des super pouvoirs, il arrive à venir à bout de tout et n'importe quoi, il a une ascendance énorme, c'est toujours le premier à réussir tel truc, à quelques rares exceptions près. Je vous jure, ce type... ce type est trop parfait, c'est toujours lui qui est mis en avant à la fin, et ça pose de problème à personne. Alors que Rey, dans Star Wars, ça gêne qu'elle soit un peu trop forte par moment, qu'elle sache s'en sortir un peu mieux que certains personnages qui ont été introduits avant, parce que merde. Alors que la plupart de ces choses ont été bien introduites, honnêtement, la seule chose que j'aurais à redire sur Rey, c'est dans Star Wars 7, où c'est vrai que contre Kylo, elle apprend trop vite la force. Voilà, c'est le fait qu'elle arrive à le battre en termes de force était excessif et ça allait trop loin. Mais ça suffit pas à en faire une Marisu, bordel de merde, clairement pas. Et elle a quand même des moments de doute, elle se fait manipuler dans le 8e film, je vois pas en quoi c'est un personnage parfait qui accapare tout le temps d'écran. Je veux dire, on passe une grosse portion du film, pas centrée sur elle, avec des tonnes de problèmes qui se règlent sans elle, quoi. La connerie, quoi. Mais ouais, Marisu, elle. Par contre, Sangoku, y a pas de problème, quoi. Et je connais pas grand monde qui n'aime pas ce personnage, qui trouve que ce personnage va trop loin, ou quoi que ce soit, ou qu'on le met trop en avant, non.
Bizarre. Bizarre. Pareil, Luffy, même chose, hein, ce type, un putain de garistou sur le principe, parce que à chaque occasion, il arrive à toujours se montrer plus fort que la personne qu'il rencontre. C'est toujours le mec qui arrive à surmonter les épreuves, à devenir de plus en plus costaud, qui arrive à surclasser tout le monde au fur et à mesure. Il a une lignée énorme avec son père, son grand-père, son frère adoptif, n'importe quoi. Il a des liens avec à peu près toutes les personnes haut placées de cet univers, et ça ne gêne personne. C'est dingue quand même, alors que punaise, ça c'est le genre de conneries qui devrait faire gueuler pas mal de gens qui crient à la Marichou facilement. Mais non, pas pour Luffy, bizarrement. C'est dingue quand même. On gueule sur Katniss Everdeen parce qu'elle est censée être au-dessus des autres, alors qu'en fait, la seule chose qui la met au-dessus des autres au départ, c'est bon d'être un peu douée à l'arc, mais c'est ça sa vie qui l'a amené à ça, et je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui doivent être à peu près aussi douées qu'elle, mais ça vient surtout du fait qu'elle a fait une bonne action en sauvant sa sœur dans des circonstances très précises, et après c'est un peu tout le système qui l'a mise au centre. Voilà, elle a pris deux décisions très fortes dans le premier film, et à partir de là, tout lui tombe sur la gueule, et elle doit gérer ça du mieux qu'elle peut. Et il y a énormément de gens qui vont gueuler à la Marissou, alors que c'est vraiment toute une histoire de complot autour d'elle, et le fait qu'on se centre sur elle, comment ça affecte elle majoritairement, c'est une façon de présenter le film que je trouve forte, mais pourtant il y a beaucoup de gens qui gueuleront la Marissou pour ça, parce qu'elle est trop mise en avant et autres, alors qu'à côté de ça, j'en sais rien, Docteur Manhattan, personne va gueuler au Marissou, au Garissou pour ça, alors qu'il a des pouvoirs ultra divins qui lui sont venus par magie à un moment donné. Et c'est lui qui est au centre de tout dans l'histoire, tout doit être géré autour de lui, même si on ne se centre pas toujours sur lui, mais toutes les choses qui sont faites par rapport à lui. La plupart des problèmes, en fait, des soucis, de la façon dont l'histoire va se former, tout tourne autour de lui. C'est quelqu'un qui se sent complètement au-dessus des autres, de bien des façons, et pourtant, on n'en fait pas un Garistou. Personne va gueuler au Garistou pour Docteur Manhattan. Et vous savez quoi, je suis complètement d'accord pour la plupart de ces personnages, même si Luffy me pose problème, je vous le cache pas. J'ai toujours un problème, plus ça va, plus j'ai des problèmes avec Luffy, mais je dis, j'adore Sangoku. C'est parce que le cadre de l'histoire instaure très bien la chose, et honnêtement, même si ça commence à faire des éléments scénaristiques, des schémas narratifs qui se répètent un petit peu, ça reste plutôt efficace, il a une personnalité très marquante qui me plaît bien, etc. J'aime beaucoup le Docteur Manhattan, j'adore ce que le film veut essayer de faire passer en termes de message, en termes de ton, et la psychologie du personnage est très intéressante en soi, et malgré le fait que ce soit quelqu'un de super puissant, mais on joue là-dessus. Et dans le même ordre d'idée, j'aime beaucoup la personnalité de Rey, de ce qu'elle endure, pas mal de choses intéressantes qu'elle a vécues. La plupart de ses capacités sont un peu suggérées, donc ça ne me dérange pas du tout. Je vois pas de gros problèmes avec ce personnage, à part ce que j'ai déjà mentionné avant. J'adore Katniss Everdeen, en dehors de son obsession envers Pita, qui m'a un peu gonflé à la fin, j'en ai déjà parlé, mais j'adore la façon dont sa psychologie évolue par rapport à toutes les choses, toutes les responsabilités pesantes qui lui tombent dessus au fur et à mesure des films. J'adore ce personnage-là. Et je vois pas le truc qui les différencie particulièrement en termes d'importance scénaristique, en termes de focalisation narrative, de pouvoir, de capacité, tout ça, par rapport à l'univers, par rapport à ce que font le reste de l'univers, comparé aux personnages comme Sangoku et Dr Manhattan. J'ai envie de dire, Dr Manhattan et Sangoku, d'un point de vue strict, sont plus susceptibles d'être des Marissou qu'elle. Ça montre bien le côté... On a tendance à plus s'en prendre aux filles qu'aux mecs pour critiquer la chose, qui a tendance à me gaver un petit peu, et qui fait, peut-être pas volontairement, mais involontairement, légèrement misogyne par moment, parce que je n'entends quasiment de plaintes que sur ça. J'ai envie de dire même des youtubeurs que j'adore, hein, donc qu'on soit bien d'accord, c'est pas une attaque contre eux, qui ont fait
un top 10 des Marissou qui passent, et des Marissou qui marchent bien. Et ben, vous savez, dans ce top 10 des Marissou qui marchent bien, combien il y a de mecs et combien il y a de filles? 9 mecs pour une fille. Et c'est un mec et une fille, c'est un mec et une femme qui ont fait ce classement. Donc voilà, il n'y a pas de biais ou quoi que ce soit. Dans l'inconscient collectif, le Marissou, le problème Marissou vient grandement, majoritairement des personnages féminins et pas des personnages masculins. Alors, je vais éviter de partir dans l'attaque directe, mais pour moi, ça amène que deux conclusions possibles. Soit les personnes ont cette espèce de, de tendance inconsciente à moins accorder de l'importance aux femmes et à donc se sentir plus gênées lorsqu'elles ont de l'importance, soit, et je suis pas très sûr de cette possibilité-là, mais on va dire que c'est une possibilité quand même, soit ce sont les créateurs qui de base savent mal gérer les personnages féminins forts qui ont de l'importance de base. Et donc ces personnages féminins passent mal auprès du grand public parce qu'on sait mal les faire. Hein, donc libre à vous d'interpréter ça comme vous le sentez, mais je vois que ces deux possibilités-là. Et pour moi, la première est plus logique parce que je n'ai aucun problème avec la plupart des filles pour lesquelles on crie à la Marissou. Et ouais, ça me pose un gros problème, ça. Ça me pose un gros problème qu'on gueule à la Marissou, que ce soit genre un argument massu qui a tendance à mettre fin au débat pour certaines personnes, alors que non, c'est juste un personnage qui est trop mis en avant pour vous et vous aimez pas ce personnage de base. Donc voilà. Hein, moi aussi, il y a des personnages que j'aime pas qui sont trop mis en avant, hein, seulement j'ai pas gueulé à la Marissou, au Garistou, désolé. Et surtout le fait que ce soit surtout très majoritairement dirigé sur des personnages féminins. Là, plus ça va, plus ça me saoule, parce que ça revient toujours, quasi automatiquement, sur des personnages féminins récents, ce genre d'accusation. Et c'est un peu dommage, parce que le concept de Marissou de base est intéressant. Je veux dire, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise critique de base à dire sur le principe. Une vraie Marissou, c'est-à-dire un personnage qui a beaucoup trop de pouvoir, qui est beaucoup trop parfait, qui a beaucoup trop de liens avec tout. Au bout d'un moment, ça devient gavant. Et à ce moment-là, ça perd complètement en saveur et ça devient juste une espèce de personnage fonction ridicule qui est trop idolâtré, idéalisé dans l'histoire, et ça c'est très problématique. Seulement, j'ai du mal à voir en quoi Rey est idéalisé dans Star Wars 7 et 8, pas à un niveau extrême en tout cas. Je veux dire, il y a plusieurs moments où elle se plante, où elle se fait avoir. Ouais, Marissou, vraiment. Hein, pareil pour Katniss Everdeen. Et d'autres personnages féminins qui me plaisent beaucoup. Et pour moi, ça a complètement tué dans l'œuf cet argument-là. Cet argument qui, de base, est intéressant. Seulement, voilà, maintenant, il est affilié à peu près 50 000 trucs. Et on s'en sert à la légère pour tout et n'importe quoi. Et c'est gonflant. Voilà. Donc, je suis vraiment pas fan de cet argument-là. Et quand on me sort l'argument de la Marissou pour décrire un personnage qu'on n'aime pas, souvent un personnage féminin, et ben ça me convainc de rien du tout, à part le fait que vous cherchez juste une excuse débile pour clore le débat alors que vous n'avez aucun grand argument. Voilà. Maintenant c'est dit, c'est là que ça se termine. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la 100e. Je m'excuse à nouveau pour le retard, mais je vous rassure, vous aurez largement l'équivalent de 2 Disneyfiles habituels. Largement. Avant de partir, j'aimerais préciser que pour compenser un petit peu le fait que vous n'aurez rien, entre guillemets, le samedi, vous aurez quelque chose le samedi qui vient, rassurez-vous, vous aurez un petit truc, pas énorme, mais un petit truc quand même. Et donc, pour compenser ça, je vous donne rendez-vous pour un live spécial dimanche à 17h. Je vous donne l'heure précise pour discuter de certaines choses concernant la chaîne, où ça va partir, de certains goûts que j'aurai par rapport à certains films Disney. On pourra faire des suppositions sur ce que pourrait être le film, etc. Ce sera un live détente pour discuter avec vous de certaines choses. J'aimerais revenir aussi sur une certaine vidéo mise au point HS que j'ai faite il y a un certain temps,
qui mérite d'avoir quelques ajouts en plus, et plutôt que de faire une petite vidéo mise au point ajout, j'ai envie d'en parler en live. Tiens, comme ça ce sera sympathique. Et ce sera histoire de fêter un petit peu cette centième à venir avec vous. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour de futures vidéos. Bye!